Bonjour, bienvenue à tous pour cette conférence matinale. Merci d'être présents dans la salle, merci d'être présents sur les réseaux sociaux. Politique de bifurcation de l'organisation des chaînes de valeur mondiale dans une économie décarbonée, c'est notre thème. On va parler concurrence, régionalisation, taxe carbone aux frontières, environnement, responsabilité des entreprises. Et nous allons écouter nos intervenants, puis je vais vous demander de poser vos questions. Alors, pas par micro interposé si vous êtes dans la salle. Vous allez pouvoir poser vos questions par WhatsApp. Je vais vous donner exactement sur le site Printemps de l'Écho, tout attaché, printemps-de-l'écho.fr et sur Twitter avec le hashtag Printemps de l'Écho, tout attaché. Donc vous utilisez le chat sur YouTube, que vous soyez dans la salle ou sur les réseaux sociaux. Avec nous, Anne-Sophie Alsif, bonjour. Vous êtes chef économiste au BDO France, c'est un cabinet de conseil et d'audit. Helmoud Moud, président Université Paris-Dauphine PSL, bonjour. Bonjour. Êtes chez vous et merci pour l'accueil. Sébastien Jean, directeur du CEPI, Centre d'études prospectives information internationale. Vous avez publié une BD que je conseille bien fortement, qui s'appelle « La folle histoire de la mondialisation ». Vous en êtes le co-auteur. Et c'est aux éditions Arène BD. Bonjour à vous. Merci, bonjour à tous. On va commencer ce débat, si vous le voulez bien, avec 5 minutes pour chacun de nos intervenants. Et puis on va entamer le dialogue et le débat. On commence avec Anne-Sophie Alsif, si vous le voulez bien, parce que vous aviez des chiffres sur les chaînes de valeur. D'abord, on va commencer par poser le débat. Les chaînes de valeur, elles sont de plus en plus nombreuses. Alors oui, tout à fait. L'idée, c'est de se dire, dans ces années 90-2000, on a vraiment eu ce phénomène de mondialisation avec un éclatement des chaînes de production et des chaînes de valeur qui sont devenues de plus en plus nombreuses. Pourquoi ? Parce qu'on était dans une période d'ultra-libéralisation où les coûts qui pouvaient justement stimuler les échanges étaient assez faible. Bien sûr, on parle du coût du travail qui permettait, avec l'ouverture, à l'entreprise vraiment d'utiliser les avantages comparatifs. Donc, du coup, le but de l'entreprise, c'était de se localiser en fonction des différents segments de la chaîne de valeur, là où il y avait le plus d'avantages comparatifs. Le coût du travail, donc bien sûr, qui pouvait être mis en compétition. Le coût du transport, qui était excessivement bas. De fait, votre téléphone portable pouvait faire 55 pays et voyager plus que la plupart d'entre nous parce qu'il y avait un coût économique qui était excessivement bas du transport et l'ouverture des frontières dans un contexte de libéralisation des échanges qui favorisait également cette augmentation, des segmentations des chaînes de valeur. Donc c'est vraiment ce phénomène qu'on a vu dans les années 90-2000. Que s'est-il passé notamment avec la crise financière de 2008 ? On a eu un phénomène sur ces chaînes de valeur qui sont devenues excessivement globales, plutôt inverse, de régionalisation des chaînes. Alors pourquoi ? C'est vrai qu'en 2008, le monde a été frappé par cette crise financière, notamment les pays émergents. Et donc l'idée, c'était de se dire qu'il y avait une aversion au risque qui était très importante et qu'il fallait se protéger. Alors comment se protéger dans un monde ouvert avec des barrières qui n'existent plus, notamment au niveau du commerce et des barrières tarifaires ? L'idée, c'est de faire du protectionnisme, si on peut dire déguisé, en utilisant justement la norme et le non tarifaire. Et donc, on a vu que c'est à partir de la crise financière de 2008 que les barrières non tarifaires ont commencé à augmenter dans énormément de pays, que ce soit en Inde, en Russie, dans les pays émergents, mais également dans les pays développés. C'est vrai qu'on a eu souvent la sensation que cette guerre a commencé avec Donald Trump, puisqu'en effet, il a augmenté massivement les barrières tarifaires, mais ça a commencé bien avant. Et donc, à partir de ce temps-là, on a pu commencer à voir ce phénomène de régionalisation des chaînes de valeur. Qu'est-ce qu'on regarde pour essayer de l'illustrer dans les indicateurs économiques ? L'OCDE a une base justement du commerce en valeur ajoutée qui s'appelle TIVA, et on peut regarder justement la part de la valeur ajoutée étrangère dans les exportations. Et on peut voir justement qu'en 2005, on était à des taux assez élevés, quand on regarde les différents blocs, 23% pour l'Union européenne, 26% pour la Chine ou encore 20% pour les États-Unis. Et on voit que progressivement, avec ce processus de régionalisation, ce taux
baissent. Et là, on est à des taux, aujourd'hui, en 2015, beaucoup plus bas. 12% pour l'Union européenne, 17% pour la Chine. Excusez-moi, le taux, il correspond, c'est quoi? 20% de quoi? Alors, c'est la part de la valeur ajoutée étrangère contenue dans les exportations. Donc, quand le pays exporte, eh bien, c'est la part de la valeur ajoutée étrangère contenue dans ses exportations. Et donc, c'est un indicateur qu'on regarde pour justement voir eh bien, comment sont imbriquées les chaînes de valeur. Et donc là, on assiste à une baisse de cette part dans les différents blocs depuis, en effet, à peu près la crise financière. L'autre élément, dans ce contexte-là, et on en a beaucoup parlé avec la crise Covid, c'est la problématique justement de la réindustrialisation, de la relocalisation des processus productifs. Et là aussi, qu'est-ce que l'on voit dans ces années toujours de libéralisation? On voit que les produits français, européens, ont beaucoup d'étapes de production à l'étranger. Donc, par rapport à quand est produit au début créer le produit jusqu'au consommateur final, eh bien on le voit qu'on a eu toute une période où les chaînes là aussi se sont étendues et que ces produits passent par de plus en plus d'étapes à l'étranger. Et on le voit pour des secteurs assez spécifiques. La métallurgie, c'est vraiment le secteur qui a connu cette distanciation des chaînes les plus importantes. Tout ce qui est aussi pharmacie et tout ce qui est aussi produits électroniques, c'est vraiment les secteurs qui ont eu le plus de ce phénomène. On le voit un peu moins, même si on le voit dans le secteur, par exemple, de l'automobile, où là aussi, il y a eu, bien sûr, une augmentation de la chaîne, mais c'est resté plus régional par rapport à ce qu'on peut voir, par exemple, pour la métallurgie. Donc là, c'est vrai qu'il y a une véritable question aujourd'hui dans cette volonté de réindustrialiser, et notamment les chaînes d'approvisionnement industrielles, comment on réintègre, ou en tout cas on réattire pour justement être plus indépendant, qui est un petit peu la thématique qu'on a développée après le Covid. Et à mon sens, on voit que tout ce qui concerne l'industrie, ce sera assez difficile et assez lent. C'est pour ça que je préfère parler de réindustrialisation sur de nouveaux segments de chaîne plutôt que de relocaliser des activités qui sont déjà parties malheureusement depuis longtemps. Et puis enfin, pour finir, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé avec la crise de cet éclatement et puis de notre dépendance justement par rapport à l'étranger et notamment à l'Asie et à la Chine avec notamment la problématique des masques. Et là encore, il faut regarder dans les indicateurs. Bien sûr, on est dépendant de l'étranger et on l'a vu avec cette segmentation des chaînes de valeur, mais en tout cas, pour la France, on est avant tout dépendant de l'Europe et avant tout beaucoup plus imbriqué dans les chaînes de valeur européennes que notre dépendance par rapport à la Chine. Et par exemple, pendant la crise, on l'a vu, l'Italie a été très touchée. C'est vraiment le pays européen qui a été le plus touché. Eh bien, on peut voir qu'on était en fait dans différents produits plus dépendants à l'Italie ou l'Allemagne ou les autres pays européens que la Chine. Donc là aussi, c'est aussi un petit peu pour relativiser et montrer qu'on est très imbriqué dans ces chaînes de valeur européennes et que ça pose finalement la fameuse question de cette politique industrielle européenne dont on aurait tant besoin. On va en continuer à en parler. Mahmoud, la relocalisation, vous la voyez venir ou pas? Attendez, d'abord bonjour à toutes et à tous. Anne-Sophie Alsif vient de décrire la décomposition des chaînes de valeur. Bon, en fait, la décomposition des chaînes de valeur, c'est que vous prenez un produit, vous le découpez en morceaux parce que technologiquement, on peut faire des toutes petites opérations, que ce soit l'habillement, le textile, une automobile, et puis vous fragmentez les processus de production un peu partout dans le monde en fonction des avantages de coûts. Ça, c'est une forme de délocalisation. On délocalise pour minimiser les coûts. Il y a une deuxième forme de délocalisation qui est bien plus importante, qui est d'aller chercher les marchés là où ils se trouvent. Ça n'est pas de nature à reculer. Au contraire, plus il y a des barrières commerciales, plus il y a des coûts de transaction, plus les entreprises Renault, Peugeot ou autres vont aller chercher les marchés là où ils se trouvent. Et construire les usines dans ces pays. Pour vendre sur place. Donc c'est pas cette question-là de la délocalisation pour accéder au marché dont on parle. Ce qui a posé des problèmes de dépendance dans certains secteurs, très peu finalement, mais quand même concentré sur très peu de fournisseurs, la pharmacie, la parapharmacie, les masques, vous vous souvenez de ça. C'est parce qu'on a poussé très loin la dilatation des chaînes de valeur pour aller chercher les coûts qui sont des coûts salariaux faibles, d'une part, mais aussi pour aller chercher des endroits où les coûts en pollution étaient très élevés.
Et donc, en fait, pourquoi est-ce que les principes actifs, paracétamol et autres, étaient dépendants de la Chine et de l'Inde à 80%? Parce que, effectivement, pour la chaîne de valeur, au milieu de la chaîne de valeur, la fabrication, ça coûtait pas très cher d'aller les fabriquer en Chine. Et donc, du coup, on s'est retrouvé dépendant de peu de fournisseurs. Et puis, parce que aussi, c'est des industries polluantes. La chimie, c'est très très polluant, donc c'était plus facile de fabriquer ça en Chine ou en Inde. Donc qu'est-ce qui s'est produit? Ça a été dit, la relocalisation, c'est simplement un phénomène de retour. Alors le retour, il peut être strict. On est parti en Inde pour fabriquer de la bonneterie, il y a une entreprise française qui a fait ça, et on revient à Roubaix, voilà, fabriquer la même chose. Mais parce soit on a robotisé, soit on a minimisé les coûts salariaux, en prenant en compte le fait que la robotisation est le moyen de relocaliser. Donc ça, c'est des relocalisations de retour. Et les relocalisations de retour ne sont qu'une partie de ces relocalisations. Nous, on avait fait une étude il y a quelques années sur à peu près 200 cas de relocalisation. Il n'y a qu'une quinzaine de pourcents qui sont revenus dans le pays d'origine, dans le bassin d'emploi d'origine. Le reste, c'est quoi alors? Le reste, c'est des relocalisations au sens large, ce que j'appelle les relocalisations au sens large. La relocalisation au sens large, c'est ce qui a été dit, c'est que quand vous avez décomposé la chaîne de valeur très loin, les coûts salariaux par unité produite, parce que je le dis aux lycéens, aux étudiants qui sont là, le bon indicateur de compétitivité, c'est pas le niveau de coût salarial. C'est pas parce que les salaires coûtent 10 fois moins cher en Chine qu'en France ou aux États-Unis que c'est le bon indicateur. C'est les salaires sur la productivité. Il se trouve que le rapport salaire-productivité, c'est-à-dire le coût par unité produite, le coût par ordinateur, le coût par chemise, a beaucoup grimpé en Chine dans les années 2010, justement, c'est-à-dire avant même la crise sanitaire. Donc, augmentation des coûts salariaux unitaires. Il représentait à peu près au début des années 2000 40% du coût salarial unitaire américain. Et vers la fin des années 2010, on était déjà à peu près 85%. Donc, il y a eu un effet de rattrapage, non pas des salaires, mais du rapport salaire-productivité. De sorte que les pays industrialisés ont déjà expérimenté des phénomènes de relocalisation parce que les coûts de transport ont augmenté en même temps. Si en plus, on va y venir après, on intègre dans les coûts de transport le coût carbone, voilà. Eh bien, vous avez moins d'intérêt des entreprises à aller dilater leur chaîne de valeur très loin, en Chine, en Inde, etc. Donc, qu'est-ce qui se passe? La relocalisation au sens large, c'est la recomposition des chaînes de valeur sur des bases régionales. On revient en Europe de l'Est orientale, en Europe centrale et orientale, on revient dans le bassin méditerranéen, à proximité des marchés, pour être le plus proche possible des consommateurs finaux ou des biens intermédiaires, des consommateurs de biens intermédiaires, c'est-à-dire les entreprises. Donc ça, c'est un phénomène qu'on observe depuis 2010 à peu près, mais qui ne traduit pas pour autant un recul des délocalisations ou des phénomènes de fragmentation des chaînes de valeur, parce que la vérité, c'est que les coûts, ça compte. Et quand vous avez eu la crise des subprimes, la crise des sanitaires, vous avez eu un problème d'alourdissement des coûts pour beaucoup d'entreprises. Et il y a des entreprises il y a une enquête sur les centrales d'achat. On regarde les achats par les entreprises, l'outsourcing. On voit quoi? On voit qu'il y a des relocalisations, oui. À peu près une dizaine de pourcents d'entreprises ont relocalisé leurs achats. Au lieu de les faire très loin, elles les ont fait en France ou en Europe. Mais beaucoup se sont mis aussi à faire de l'outsourcing, continuer à aller chercher les produits là où ils se trouvent parce que leurs coûts parce qu'elles se sont trouvées face à des coûts importants, face à des problématiques de rentabilité, et donc il y a des mouvements assez contradictoires. Donc si vous regardez la relocalisation de manière précise, vous allez trouver, pour finir, des mouvements contradictoires, 3 mouvements contradictoires. Dans les industries dans lesquelles il n'y a pas d'obstacle technique à automatiser ou à robotiser les chaînes d'assemblage. On peut remplacer les couturiers, les assembleurs par des robots. Voilà. Là, on relocalise assez facilement dans les pays industrialisés, pour les produits solides. La robotisation n'a aucun obstacle. En plus, on est dans une période où les taux d'intérêt réels sont très bas. Le coût pour emprunter, si vous voulez, acheter des biens d'équipement est très bas. Donc, il y a une poussée vers une relocalisation matérielle, des biens matériels solides. Industriel, électronique, l'automobile, la sidérurgie, etc. Et puis dans d'autres secteurs, comme le textile, l'habillement, le cuir, la chaussure, les jouets, où les matières sont souples, on n'a pas de robot capable de manipuler des matières souples, quand les coûts salariaux unitaires augmentent en Chine, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on se déplace vers d'autres pays moins chers. C'est ce que j'appelle les délocalisations itinérantes. Donc on va aller en Éthiopie, on va aller... Donc il n'y a pas une relocalisation complète des processus de production. Certains produits industriels manufacturiers reviennent, d'autres continuent à partir. Et puis troisième élément, vraiment clé,
clé, qui est l'angle mort des politiques publiques, c'est la question des services, des emplois de services. Et là, depuis longtemps déjà, depuis 2000, la part des produits, je reprends le même indicateur, mais dans les services sous-traités à l'étranger, outsourcés à l'étranger, est passée de 8% en 2000 à quelque chose comme à peu près 22% en 2014-2015. Donc vous avez eu une augmentation, multiplication par 2 des tâches de services qui ont été sous-traitées dans les pays moins chers. Donc vous voyez, le mouvement est vraiment contradictoire, donc il y a beaucoup de confusion sur ça. Je résume. 1, on part pour chercher les marchés, et ça continue. 2, quand on délocalise moins dans des périphéries lointaines et on relocalise sur des bases régionales dans l'industrie. 3, les services continuent à partir. Encore plus que jamais. Et on va voir après les conséquences de la taxe carbone aux frontières et ce que ça va engendrer. Sébastien Jean, est-ce que la solution, c'est de démanteler ces chaînes de valeur ? C'est une partie de la complexité de ce débat, c'est que je pense que quand on fait le lien, comme ça a été fait dans le thème de notre débat ce matin, entre les chaînes de valeur et le changement climatique, l'émission de gaz à effet de serre, on a tous en tête un certain nombre de dérives ou de faits qu'on trouve un peu délirants sur des bateaux énormes qui peuvent contenir jusqu'à l'équivalent de 50 000 voitures, sur un peu la démesure de la mondialisation, au fond, des produits qui viennent de l'autre côté de la Terre. Et évidemment, ça a quelque chose un peu qui heurte le bon sens. Et je pense que dans ce contexte, il est important de bien poser le débat et de réaliser notamment que si on démantelait demain toutes les chaînes de valeur, on n'aurait rien résolu des problèmes qui sont devant nous en termes de changement climatique. Pourquoi je dis ça ? Parce que, d'abord, on aurait supprimé les émissions du transport international. Le transport international, en termes d'ordre de grandeur, c'est environ 3,5% des émissions internationales. C'est loin d'être négligeable, hein, entendons-nous bien, 3,5%, c'est à peu près la somme des émissions de la France et de l'Allemagne. C'est pas très loin de celle du Japon, donc c'est loin d'être négligeable. Mais c'est 1/30 du total. Donc, on n'a absolument pas résolu le problème. Ça a coûté très cher parce que si on fait ça, parce que il faut savoir que le monde dans lequel on vit, il est en partie lié à la productivité très élevée permise par certaines de ces chaînes de valeur, mais ça a créé d'autres problèmes, notamment parce que ce qui est important la vraie question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on fait, non pas pour démanteler les chaînes de valeur, mais pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Or, quand on prend un produit donné, ce qui compte le plus souvent, c'est pas tellement où est-ce qu'il est produit, c'est comment il est produit. Je prends 2 exemples. Une fraise d'abord. Une fraise qui vient d'Espagne, globalement, la faire venir en France, ça va rajouter 10% par rapport à sa production en termes de gaz à effet de serre, d'accord ? Si les émissions de CO2 au moment occasionnées par sa culture sont à peu près 10 fois plus importantes que celles qui vont être occasionnées par son transport. Mais dans certains cas, on fait des fraises sous serre chauffée. Alors là, le fait de la chauffer, ça multiplie par 7 les émissions de la production, d'accord ? Donc là, l'important, on voit, c'est pas forcément incompatible, mais avant tout, il faudra s'organiser de façon à ce qu'il y ait le moins possible de culture de fraises sous serre chauffée. Deuxième exemple, l'aluminium. L'aluminium, on dit parfois, c'est de l'énergie en barre, parce qu'il faut énormément d'énergie pour produire de l'aluminium. Or, donc la vraie question de l'aluminium, si on veut réduire ses émissions, c'est pas tellement où il a été produit, c'est avec quelle électricité a-t-il été produit. A-t-il été produit avec de l'électricité faite au charbon, dans des centrales à charbon, a-t-il été produit avec de l'électricité de barrage hydraulique? C'est complètement différent. Or, par exemple, quand on apporte de l'aluminium de Russie, la plupart de l'aluminium, 90% de l'aluminium de Russie est produit avec de l'électricité hydroélectrique. Elle n'est pas polluante. C'est tout le contraire en provenance de Chine. Et là, je pointe du doigt, au fond, un problème qui me semble central, c'est que l'organisation de nos relations commerciales internationales, elle n'est pas basée sur les différences que je viens de dire. Elle n'est pas basée sur des différences d'émissions. Elle est basée seulement sur la logique économique de la minimisation du coût. Et qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'on a ce qui a été décrit par certains juristes, on est dans une situation où il y a une sorte de suprématie du droit commercial. C'est-à-dire que de la logique commerciale l'emporte sur la logique environnementale ou la logique sociale aussi, on pourrait dire. Et donc je crois que le problème, il est plutôt là que dans la multiplication des kilomètres. Donc il faut davantage de réglementation environnementale au niveau mondial ?
il faut que la dimension environnementale devienne beaucoup plus centrale au niveau mondial. Avant de venir, peut-être, parce que vous avez parlé de mécanisme d'ajustement carbone, et je crois que c'est important d'y venir, mais avant ça, je voudrais souligner un deuxième aspect un peu important quand même dans ce lien chaîne de valeur, changement climatique. C'est l'éloignement. Pourquoi je dis ça? Parce que on a tous plus ou moins, mais j'espère beaucoup, et certainement de plus en plus, envie d'être responsable dans nos choix de consommateurs, dans ce qu'on achète, et même les producteurs dans la façon dont ils interagissent avec leurs sous-traitants. Mais plus on est éloigné de l'autre partie de l'équation, plus on a de difficultés à mettre en œuvre ce souhait de responsabilité dans notre comportement de manière adéquate. Pourquoi? Simplement parce qu'on ne sait pas ce qu'il en est. Je veux dire, si j'achète un produit qui est fabriqué à l'autre bout du monde, c'est très difficile pour moi de savoir, par exemple, si c'est du café qui a été, et encore le café, c'est pas forcément le meilleur exemple, mais l'huile de palme, par exemple, qui est un gros problème parce que c'est quelque chose qui est très utilisé dans beaucoup de produits, mais qui est source de déforestation. Est-ce que dans ce que j'achète, j'ai vraiment un produit qui a été, qui répond à un cahier des charges de culture soutenable, de production soutenable de l'huile de palme, ou bien au contraire, est-ce que c'est de la déforestation? Eh bien, c'est difficile à savoir de manière cohérente, de manière suivie. Ça existe beaucoup d'efforts de traçabilité, c'est très compliqué. Et quand je parlais tout à l'heure des producteurs avec leurs sous-traitants, c'est encore plus compliqué parce que je suis un producteur, il y a mon sous-traitant, il y a le sous-traitant de mon sous-traitant, et ainsi de suite. Une entreprise, il faut savoir qu'il faut comprendre la complexité du monde dans lequel on vit. Une entreprise comme Renault, d'après ses propres informations, son rapport annuel, a 17 000 sous-traitants. 17 000 sous-traitants, vous vous rendez compte? C'est absolument énorme. Ça veut dire qu'elle ne travaille pas directement avec chacun d'entre eux. Elle ne peut pas tout contrôler. Exactement. Et au moment de la crise sanitaire, par exemple, beaucoup d'industriels disent qu'ils ont réalisé leur vulnérabilité à certains de leurs sous-traitants, mais qu'ils ne connaissaient même pas. Ils ont appris à connaître finalement dans l'action, dans le show de l'action, leur chaîne de sous-traitants parce qu'elle est tellement compliquée qu'ils ne la connaissaient pas complètement. Comment voulez-vous tout contrôler si vous ne connaissez même pas? Donc ça, c'est un peu un effet délétère. C'est effectivement, il y a quand même, je pense que, et je pense que c'est important que ce soit d'insister là-dessus aussi, sur cette dimension. Il y a une dimension éthique, il y a une dimension de choix, de responsabilité dans tous nos comportements. Mais ces choix, ils se transmettent, disons, par la confiance, par la réputation, etc. Et l'éloignement là-dessus complique l'équation, disons. Alors, maintenant, j'ai parlé tout à l'heure de suprématie du droit commercial et du fait qu'on a un problème dans le sens où, finalement, on fait appliquer le droit commercial. Le droit commercial, c'est notamment les règles sur lesquelles les États se sont entendus, qui ont donné les accords, notamment de Marrakech et donc l'Organisation mondiale du commerce. C'est des règles sur le commerce international. Mais à côté de ça, il y a aussi des règles sur l'environnement. Alors notamment aujourd'hui dans l'accord de Paris, mais il y a aussi une organisation mondiale de l'environnement. Il y a des règles aux accords internationaux sur les aspects sociaux, par exemple dans l'Organisation internationale du travail. Mais celles-ci n'ont pas du tout le même caractère opposable, le même caractère contraignant. Et c'est ça, je pense, vraiment qui forme aujourd'hui une asymétrie et qui est délétère, au fond, dans l'orientation que prend l'Organisation des relations économiques internationales. Alors, c'est très difficile d'aller contre ça. C'est-à-dire qu'il y a un côté un peu logique dans cette situation, c'est qu'avec le commerce, c'est très facile de punir celui qui dévie, celui qui n'applique pas les règles. Pourquoi? Parce que c'est directement financier. Donc, si je mets un droit de douane pour punir mon partenaire parce qu'il n'a pas respecté ses engagements, il va tout de suite sentir le vent du boulet, j'allais dire, le coût de l'opération. Si je lui dis tu n'as pas respecté tes contributions, ta contribution à l'accord de Paris, petit coquin, c'est tout de suite moins convaincant, disons, et moins contraignant. Donc, le commerce a ce côté levier d'action direct. Bon, ce qui pose la question de savoir comment est-ce qu'on peut essayer de mobiliser ça pour essayer de poursuivre des objectifs environnementaux. Voilà. Ouais. Et d'où l'intérêt de politiques comme le mécanisme d'ajustement carbone. Je vous laisse. Je ne sais pas si on y vient maintenant. On va y revenir ensemble. Bon, je rappelle que vous posez vos questions sur les réseaux sociaux, sur le site printempsdelécho.fr, sur Twitter avec le hashtag Printemps de l'écho.
Et puis, vous pouvez utiliser le chat sur la chaîne YouTube. Vous n'hésitez pas. Anne-Sophie Alsif, que faut-il encourager donc face à ce marché carbone qui va être de plus en plus contraignant, hein. On va beaucoup en parler à la COP26, oui, à Glasgow. Tout à fait. Mais que faut-il encourager donc au sein des entreprises? Alors l'innovation, hein, à mon sens, c'est vraiment ce qu'il faut encourager prioritairement. L'innovation, la formation, les compétences. La guerre, je dirais, au niveau international sera là. Quel pays, quel bloc et surtout quelle entreprise dans cette course nouvelle avec la numérisation et le changement climatique, eh bien, arrivera à prendre les marchés en étant première. Donc, et c'est vrai qu'on voit que plus on a une réglementation contraignante, et on le voit encore avec le Green Deal hein, et les directives qui ont été publiées le 14 juillet dernier par secteur, qui dit justement quels sont les objectifs en termes de verdissement, eh bien on voit qu'il y a une corrélation très forte entre la réglementation, la norme et l'innovation, notamment dans le secteur privé. Donc on voit que... Alors, le plus grand des exemples, c'est dans le secteur automobile, hein, bien sûr, où on voit les taux d'investissement. Bon, on parlait de Volkswagen, Toyota, qui est déjà depuis un moment sur ce marché, mais également tous les constructeurs français, Stellantis, où là, il y aura un investissement et surtout une augmentation des brevets qui va vraiment exploser les 10 prochaines années jusqu'en 2035, qui est vraiment les dates où on ne pourra plus acheter de voitures thermiques. Donc ça, c'est vraiment des secteurs. Alors après, tout ce qui est métallurgie aussi, mais là, ce sera recomposition des chaînes, comme on l'a dit, relocalisation plus dans le territoire. Et puis des secteurs aussi comme la pharmacie, la santé, qui vont aussi avoir énormément d'innovation. Helmut. Ça, c'est très important, la question du lien entre la décarbonation et l'innovation. La période d'hypermondialisation, qui est la période qu'on a décrite tout à l'heure, c'est-à-dire qui va en gros des années 90 jusqu'à 2010, jusqu'à la fin de la crise des subprimes. Cette période était aussi une période d'hypercarbonation. Hypermondialisation est allée de pair avec hypercarbonation. 80% de dépendance extra-européenne sur uniquement l'énergie, hein, sur les problématiques 2/3 et 80% au niveau mondial. Donc, ce qui se passe, c'est que vous pouvez très bien relocaliser le Doliprane, le paracétamol. C'est ce que d'ailleurs, en dépensant de l'argent pour aider les entreprises à relocaliser, ce qui est une bêtise totale, parce qu'en fait, vous faites revenir une technologie de 1878. C'est une très vieille technologie et qui est en plus très carbonée, parce que ça, comme je l'ai dit, si Sanofi est allé massivement en Chine et en Inde, c'est parce que c'était très coûteux en pollution. Oui, en chimie. alors je vous interromps parce que là c'est peut-être aussi une question géopolitique. Oui, tout à fait. Mais il y a d'autres façons de favoriser ça. C'est de faire des stocks, histoire de réduire notre dépendance face à la Chine. Mais la dépendance face à la Chine, elle est beaucoup plus grave sur les questions technologiques que sur les questions de technologie de 1878. Je veux dire que nous, on a analysé l'effet des aides publiques sur la relocalisation directe. C'est des effets qui sont complètement inefficaces, parce qu'en fait, la plupart des entreprises qui relocalisent le font pour des motifs objectifs, pas pour des raisons d'aide directe. Mais je vais venir sur l'innovation. La meilleure façon de relocaliser, c'est-à-dire de récupérer des avantages comparatifs, j'ai fait une tribune dans le MAG, vous verrez, sur la récupération des avantages comparatifs, c'est l'innovation longue. Et sur l'innovation longue, la décarbonation est extrêmement importante. Alors, je vais vous citer un exemple. Il y a une entreprise suédoise qui s'appelle LKAB qui livre du fer aux aciéristes. Donc c'est dans le domaine de l'acier. Elle a fait une innovation majeure qui a permis d'éliminer une opération des processus de production. Donc c'est ce que moi j'appelle l'effet de composition de la chaîne de valeur. Si vous décarbonez, si vous enlevez des étapes des processus de production, elle l'a fait en innovant avec des éponges oxydées au lieu d'utiliser du charbon, elle augmente de 95% la teneur en fer. Et cette innovation-là va lui permettre de diminuer de 25% les émissions de gaz à effet de serre. Et du coup, comme on a supprimé une étape, eh bien, les processus de production se sont recomposés sur le lieu de fabrication du fer, en d'autres termes, à proximité des aciéristes. Donc on a un effet de composition qui recompose automatiquement la chaîne de valeur par l'innovation dans la décarbonation. Le deuxième effet, qui n'est pas un effet de composition des produits cette fois, mais un effet de coût de transaction, de coût de transport et de coût d'émission de carbone. Si vous n'avez pas de coût de transport aux frontières, de coût de carbone, d'émission, si vous ne faites pas payer les émissions de gaz à effet de serre, évidemment les entreprises sont tentées
à rester dans les mêmes technologies et à dilater leur chaîne de valeur là où il y a plus de pollution, à faire du dumping de pollution. Mais si vous pensez à la taxe carbone aux frontières, alors vous réincitez les entreprises qui anticipent une augmentation du prix carbone et qui vont recomposer leur chaîne de valeur sur des bases européennes, mais aussi innover davantage. Donc le phénomène, la décarbonation, la stratégie de transition énergétique est un moyen de relocaliser l'économie de manière beaucoup plus solide. Ça revient à ce que disait aussi Sébastien à propos de savoir comment on produit les produits et comment on alloue ces produits dans l'espace. Donc c'est pas seulement un problème de patriotisme économique, c'est un problème surtout de capacité à être en avance sur les autres dans l'innovation longue. C'est un économiste des années 60 qui distinguait deux types d'avantages comparatifs. Les avantages longs et les avantages courts. Les avantages longs, c'est Klein, hein. Les avantages longs, c'est des avantages comparatifs qui reposent sur des compétences technologiques, la recherche-développement, l'innovation. Et les avantages courts, ce sont les avantages que Porter appelle les fleeting advantages, les avantages fluctuants, qui portent sur les produits, les variétés de produits. Donc ce que l'on veut dire par là, c'est que vous pouvez perdre vos avantages sur les produits, mais vous pouvez récupérer ces avantages si vous avez de l'innovation longue, et c'est ce qui est en train de se passer. Encore une fois, je préfère qu'on fasse de la biotechnologie pour faire de nouveaux médicaments que l'on relocalise le vieux Doliprane. Voilà. Sébastien Jean, la taxe carbone aux frontières, notamment aux frontières extérieures de l'Union européenne, ça va être une question centrale ces prochains mois. Vous pensez que ça peut être efficace ? C'est effectivement, je pense, ça va être durablement, pas seulement ces prochains mois, à mon avis, une question centrale. Oui. J'en parle parce que la France veut en faire un de ses thèmes. Tout à fait. Non, vous avez raison de préciser. Ces prochains mois sont tout à fait. Ça va continuer, bien sûr. Sont un moment charnière, hein, effectivement, tout à fait, parce que d'une part parce que l'Union européenne, enfin la Commission européenne a présenté son projet le 14 juillet dernier, et d'autre part parce qu'il y a une volonté, notamment sous la présidence française de l'Union européenne qui commence le 1er janvier prochain pour un semestre, de pousser fortement sur ce dossier. L'importance de la taxe, du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, c'est pas exactement une taxe, est liée vraiment à ce qui vient d'être dit à la fois par Anne-Sophie et par Mouhou sur l'importance des changements qui sont devant nous et sur l'importance des efforts qu'ils demandent. Parce qu'il faut voir les choses en face, ça demande énormément d'efforts, énormément d'investissements de la part de l'État, énormément de cohérence dans les politiques, énormément d'initiatives, d'investissements de la part des entreprises aussi. Et je pense que le mécanisme d'ajustement carbone, c'est d'abord un objet politique, d'abord un objet dont l'importance est politique. Parce que on ne peut pas demander à ces efforts coûteux, ces investissements, ces initiatives à l'ensemble de nos acteurs économiques, à l'ensemble de nos entreprises, si dans le même temps on leur dit oui, mais vous serez directement en concurrence avec des gens à qui on ne demandera rien. Parce que le problème, c'est que ce qu'on risque, évidemment, c'est ce qu'on appelle souvent dans ce contexte de ce débat sur le mécanisme d'ajustement carbone les effets de fuite, c'est-à-dire finalement fuite parce que je limite les émissions chez moi, mais finalement elles vont ailleurs. Elles fuitent et elles vont avoir lieu ailleurs. Et qui est une autre façon de le dire, c'est qu'on risque de se retrouver face à une forme de dumping environnemental. Nous, on a resserré nos contraintes, on a mis un prix très élevé sur le carbone, on essaie d'aller vers un environnement plus exigeant, et derrière, d'autres pourraient en profiter pour faire une concurrence justement par le moins-disant environnemental et s'en servir davantage économique. Donc c'est ça que l'on veut éviter. Je ne dis pas que c'est toujours le cas parce que la situation est un peu complexe, mais c'est ça qu'on veut éviter. Et pour prendre un exemple flagrant, frappant dans le passé, la Chine s'est créé une position concurrentielle très forte sur les terres rares. Hein, vous savez, ces minerais, ces métaux essentiellement très diffus, présents de façon très diffuse, et donc très difficile à exploiter, dont l'exploitation est très polluante, que vous avez dans vos téléphones en effet, que vous avez en grande quantité aussi dans les éoliennes, par exemple, dans tous les super-aimants. C'est quelque chose qui est très important dans les technologies de l'information, de la communication et dans les nouvelles technologies de la transition énergétique. Et finalement, la Chine, là-dessus, a passé par pertes et profits tout le coût environnemental de l'extraction de ces terres rares parce qu'ils considéraient que c'était quelque chose qui industriellement était important. Bon, c'est un exemple de ce qu'on craint. Donc,
on ne peut pas demander aux gens des efforts très importants si on les met dans une situation où finalement ça risque simplement de leur faire perdre des marchés au profit d'autres qui n'auraient pas les mêmes contraintes. Première chose. Deuxième chose, bon, l'Europe a une responsabilité historique, l'Europe est un grand marché, un grand producteur, donc il faut réduire les émissions de l'Europe. Il faut réduire les émissions de l'Europe, mais les émissions de l'Europe, c'est un peu plus de 10% du total des émissions mondiales. C'est pas l'enjeu. Donc ça ne suffira pas. Donc si on veut vraiment jouer un rôle de leader dans la lutte contre le changement climatique, on ne peut pas s'arrêter à nos frontières. On ne peut pas simplement se contenter de se dire on réduit nos émissions et puis advienne que pourra. Non, on doit essayer d'influencer nos partenaires. Comment est-ce qu'on influence nos partenaires? C'est très difficile parce qu'on est dans une interaction entre États souverains. L'un des atouts que l'on a, c'est que l'Europe, à bien des égards, ça dépend comment on compte, mais à bien des égards, l'Europe est le plus grand marché mondial. Et donc, l'accès à notre marché, c'est un des leviers les plus puissants que l'on a pour influencer nos partenaires. Mettre une taxe d'ajustement, un mécanisme d'ajustement carbone à la frontière, c'est une façon de dire à nos partenaires internationaux, si vous mettez en place des politiques ambitieuses de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, eh bien, vous n'en subirez pas de coûts dans l'accès au marché européen parce qu'en fait, on va ce mécanisme d'ajustement en tiendra compte. Et si vous n'en faites pas, au contraire, finalement, en tout cas, vous serez obligé de payer le prix équivalent à ce qui se fait en Europe. Donc, c'est une vraie incitation. Voilà. Le problème, après, c'est de savoir comment on fait pour que ça marche effectivement selon ce que je viens de décrire. Parce que là, dans ce que je viens de dire, il y a des choses assez complexes qui sont notamment de dire, si vous avez fait des efforts, on en tiendra compte et vous en bénéficierez dans vos conditions d'accès au marché européen. Alors, quand tout le monde utilise le même système, tout va bien, c'est facile de savoir où est-ce qu'on est les uns par rapport aux autres. Mais ça n'est pas le cas. En Europe, comme vous le savez, on a un système d'échange des quotas d'émissions de gaz à effet de serre, le SEQE. C'est un système qui a peu d'équivalent dans le monde, même si la Chine vient d'en mettre un en marche au niveau national. Enfin, ils en avaient au niveau régional, mais ils viennent d'en mettre un en fonctionnement au niveau national. Mais il est à un prix qui est très, très inférieur à ce qu'on a en Europe. Il est inférieur, le prix de la tonne de carbone est inférieur à 10 € en Chine, alors qu'elle est de l'ordre de 60-70 € en Europe. Donc, c'est sans commune mesure pour l'instant. Et puis, il y a d'autres pays qui vont mettre en avant, qui vont donner la priorité au traitement du problème par les normes, interdisant certains processus de production, fixant des normes exigeantes pour d'autres. Est-ce que nous, on devrait, ne tenir aucun compte de ces efforts? Non, évidemment, si on venait dans la logique que je viens de décrire, il faudrait essayer de trouver un équivalent et c'est loin d'être facile. Donc, c'est pas facile, c'est pour ça qu'on va en parler pendant des mois, voire je pense quelques années encore. Absolument. Il y a une question de Samson, on parlait du Doliprane récemment. Quelles sont les activités à relocaliser? Anne-Sophie Alors, c'est en effet la grande question parce que pour moi, il y a deux aspects. Il y a vraiment la logique économique et la logique stratégique. Et ce qu'on a vu avec la crise du Covid et je pense, d'autres crises qu'on aura qui soient sanitaires encore ou écologiques, c'est qu'on a quand même la question de l'indépendance qui joue. Et comme vous le dites, en effet, le paracétamol, on parlait de relocalisation, c'est pas là où il y a beaucoup de valeur ajoutée, c'est pas les secteurs d'avenir, mais on ne peut pas, à mon sens, couper les deux et de dire en effet il n'y a pas de logique économique à rapatrier ce genre d'activité qui est en effet très carbonée, qui ne crée pas beaucoup de valeur et être en effet que sur les nouvelles filières, bien sûr où il faut être, mais il y a vraiment une question stratégique. Moi c'est vrai que je serais plus nuancée, je pense qu'il y a des secteurs qui doivent être définis au niveau européen où on doit avoir une certaine indépendance, même s'il n'y a pas forcément une efficacité et une logique économique. Là, on parle beaucoup en ce moment des semi-conducteurs. Alors voilà, donc en effet, il y a l'industrie, mais il y a surtout, en premier, la santé, je pense, toutes les questions de défense aussi, et toutes les questions de data qui sont assez transversales, mais qui touchent beaucoup de secteurs, mais qui sont, à mon sens, indispensables. Et c'est vrai que sur ces secteurs-là, je pense que même si c'est un coût économique et que ce n'est pas efficient, il faut garder une souveraineté, une légitimité vraiment très spécifique et importante, parce que ce sera là que ça joue. Donc ça, c'est vraiment important. Alors sur les activités, donc oui, bien sûr, les activités de santé. Alors là, après, il faut définir ce qu'il est. Dans l'industrie,
donc en effet la partie défense, et puis la partie, on va dire, globalement, hein, puisqu'on parle des batteries, de toute la transition qui va avoir lieu sur le transport, qui est quand même vraiment le grand sujet, hein, la mobilité. Eh bien, c'est ces secteurs-là. On a déjà eu des initiatives franco-allemandes avec les batteries. Je pense que là aussi, il faut vraiment avoir une certaine indépendance qui va continuer. Et puis l'autre élément, c'est vrai que moi, je nuancerais, on a cette question d'accès au marché européen, qui est vraiment un levier pour attirer. Mais attention, c'est vrai que là aussi, je crois qu'il y a des éléments géopolitiques très importants qui montrent que bien sûr que la logique économique et que le marché européen est l'un des plus grands marchés développés, etc. Mais on le voit par l'accord qu'a fait la Chine avec tous les pays d'Asie. On voit ce que fait les États-Unis sur toutes les Amériques en général. Il y a quand même la prise de conscience que il faut vraiment utiliser sa région. Et que si ça passe par peut-être sacrifier l'accès à d'autres marchés, eh bien, tant pis. Le but, c'est vraiment de garder sa technologie et de se développer dans sa zone. Et rappelons que la Chine a quand même un marché intérieur énorme par son nombre de consommateurs, les États-Unis aussi. Donc c'est ça le problème qu'on a aussi, c'est bien sûr qu'on va mettre du non-tarifaire en Europe pour se protéger, mais est-ce qu'on sera toujours très attractif pour que les autres suivent le jeu et justement on puisse un petit peu dire, voilà, si vous voulez accès à notre marché, il faut jouer le jeu. El Moumoud. Oui, un petit point de clarification. Relocaliser, pourquoi faire ? Est-ce qu'on entend dans les débats beaucoup de choses. On entend réindustrialiser et relocaliser. On peut relocaliser sans réindustrialiser. On peut relocaliser pour des motifs de souveraineté. Alors si c'est pour des motifs de souveraineté, il faut définir les biens souverains. Et les biens souverains, ce n'est pas forcément des biens stratégiques. Les biens souverains, on peut dire que les biens communs liés à la santé, effectivement, ce que vous disiez à l'instant, peuvent être considérés comme des biens pour lesquels la souveraineté doit compter. Et qu'est-ce qui se passe dans ces produits ? Eh bien, il se passe que les entreprises ont des stratégies qui sont... Alors, si on va au-delà des statistiques, on regarde les stratégies d'entreprise, c'est assez intéressant de se demander qu'est-ce qui préside à la logique de fragmentation des chaînes de valeur des entreprises. En fait, il y a deux logiques. Il y a une logique parfaitement taylorienne, technique, on fragmente en morceaux et on délocalise là où c'est le moins cher. Quand les coûts de transport sont très bas, les écarts de coûts vont nous servir et donc on va pousser très loin. Quand les coûts de transport se mettent à augmenter ou les coûts de droits de douane, alors là on n'a plus intérêt à faire ça parce que ce qu'on gagne en termes de coûts, on le perd en termes de coûts de transaction. Donc on est incité à relocaliser. C'est ce que j'appelle les relocalisations ricardiennes. Elles ne changent rien à la nature du produit, à sa qualité. C'est simplement la façon de le fabriquer qui est moins chère en robotisant. La deuxième type de relocalisation, c'est les relocalisations schumpeteriennes. Et là, ça correspond à des entreprises comme celle de la santé, par exemple, dont on peut voir. Si vous prenez les grands groupes pharmaceutiques, ils ont deux types de logiques de division du travail. Ils concentrent tous leurs efforts sur des blocs de compétences qui sont la recherche-développement d'un côté et le marketing. En fait, ça se passe exactement de la même manière dans la chaussure de sport. Les Nike, les Adidas ont exactement la même stratégie de concentration sur la recherche-développement et le marketing. Et tout le reste, la fabrication des médicaments, c'est du standard, c'est comme dans le textile, l'habillement, et on fragmente la chaîne de valeur. Dans ce cas-là, ce qui va compter, c'est de reconquérir une base nationale ou européenne, plutôt européenne, de fabrication par l'innovation. C'est la seule façon d'être indépendant, c'est de faire des relocalisations schumpeteriennes, c'est-à-dire de favoriser l'innovation sur les territoires pour favoriser une croissance granulaire. Parce que la réindustrialisation ne proviendra pas d'une relocalisation ricardienne, puisque quand vous relocalisez la production, vous automatisez les processus de production et pour 10 emplois perdus au moment des délocalisations, vous n'en regagnez qu'un seul au niveau de la relocalisation, puisque si vous définissez la désindustrialisation comme la chute de l'emploi dans l'emploi total, ce qui est l'emploi manufacturier, ce qui est le cas puisqu'on est à 11% de l'emploi manufacturier dans l'emploi total contre 17-18% en Allemagne, donc on a vraiment un problème de désindustrialisation en France. Mais la réindustrialiser par une relocalisation uniquement par la robotisation du même innovation, ça ne change rien à l'affaire. Ce qui est important pour réindustrialiser, c'est de créer une dynamique d'innovation. C'est pour ça que je crois qu'il y a une différence entre le plan d'aujourd'hui qui est annoncé par le gouvernement, par le président de la République, à savoir 2030, avec une concentration sur l'innovation et sur les facteurs de production, par rapport au plan de relance où il y a eu quand même 600 millions d'euros de distribués pour la relocalisation et dont les effets sont relativement
pour le moins inefficace, sinon en termes uniquement d'effet d'aubaine. Donc je pense qu'il faut vraiment faire ce tri-là dans les discours, parce que sinon on mélange tout. On mélange souveraineté, relocalisation, réindustrialisation. Or, c'est pas du tout la même chose. On peut obtenir la souveraineté par différents moyens. On va essayer de prendre un maximum de questions. Il y a une question d'Anna Christina, davantage sur le climat. Les émissions de CO2 de l'Europe représentent 10% au niveau mondial, mais combien d'émissions CO2 d'entreprises européennes en Chine? Est-ce qu'on ne délocalise pas la pollution? Donc, un peu plus, 10% c'est l'ordre de grandeur, mais je crois que c'est plus proche de 11. Alors, combien par des entreprises européennes ou françaises en Chine, c'est tel quel, c'est un peu difficile de dire, parce qu'en plus, il y a des pourcentages de propriété qui peuvent être partiels. Je pense que ce qui est plus intéressant, c'est de contraster deux approches des émissions. Les émissions qu'on a, qui sont produites sur notre territoire. C'est là-dessus qu'est construit le processus de coordination et de négociation internationale dans l'accord de Paris et dans les discussions internationales. Et une deuxième chose qui est l'empreinte carbone. L'empreinte carbone, ce sont les émissions liées à notre consommation. Et c'est vrai qu'à bien des égards, ça a plus de sens de raisonner en termes d'empreinte carbone qu'en termes d'émissions sur le territoire. Aujourd'hui, dans notre empreinte carbone, il y a quasiment la moitié qui est liée à des produits importés. Mais ne nous trompons pas, ça ne veut pas dire qu'en arrêtant d'importer, on diviserait nos émissions par deux, sauf à accepter de diviser notre consommation par deux, de ne plus utiliser du tout de téléphone portable, par exemple, et plus tellement de voitures. Donc la question qui se pose, une fois qu'on a fait le constat que je viens de faire, c'est est-ce que si on produisait tout ça chez nous plutôt qu'à l'étranger, ce serait moins polluant? Et je reviens à mon constat de tout à l'heure, la question c'est pas tant où ça a été produit, même si c'est une question qui n'est pas sans importance, on l'a discuté de différentes façons, c'est beaucoup comment c'est produit. Voilà. Je ne sais pas si on a plus de temps ou quoi. Ce que je veux ajouter, c'est que tout ce processus, il demande un certain équilibre. C'est-à-dire que quand on parle, par exemple, de mécanismes d'ajustement carbone, en se disant on essaie de donner des incitations à nos partenaires. Bon, il faut qu'on essaie de donner des signaux et des incitations les plus positifs possibles, évidemment. Maintenant, il faut le faire avec doigté, sachant qu'on n'a pas le droit d'ingérence, on n'a pas le droit d'imposer, et on n'a pas la possibilité d'ailleurs d'imposer des réformes à nos partenaires. Donc, on est là sur quelque chose de très sensible. Si on va trop lentement, on ne fait rien. On est face à une urgence, on doit avancer. Et en même temps, dans un cas comme celui-ci, si on va trop vite, si on va trop fort, c'est interprété par nos partenaires comme un protectionnisme commercial déguisé et on va à l'affrontement. On a des exemples de ça dans le passé. On a essayé de mettre en œuvre en 2012 un système de taxation des émissions du transport aérien et ça a été pris, disons, il y a eu une réaction assez violente à la fois de la Chine et des États-Unis et puis de pas mal d'autres pays. Résultat, au bout de quelques mois, on a dit bon, très bien, attendez, on le reprend dans notre besace et puis on va discuter. Parce que ça avait tourné à l'affrontement. Et ça, c'est le pire qu'on puisse avoir. Il faut voir qu'on a un problème commun avec le réchauffement climatique. C'est seulement en commun qu'on arrivera à le résoudre. Donc on peut essayer de donner des signaux à nos partenaires pour qu'ils aillent dans le bon sens. On peut essayer de les attirer, mais on ne peut pas les forcer. Et encore moins se battre avec eux, disons. Et j'ajoute une autre chose quand même qu'il faut souligner dans tout ce débat, c'est que l'Europe a aussi potentiellement, et en tout cas quand elle fait bien les choses, un effet très vertueux par son influence normative. Et parfois, ici en Europe, on ne se rend pas bien compte à quel point on peut avoir une influence normative mondiale. Un exemple simple. En 2003, l'Europe a pris une directive de régulation sur les résidus toxiques, sur les composants toxiques dans les équipements électroniques. C'était une régulation qui s'appelait RoHS. Et donc, dans cette régulation, on a interdit un certain nombre des métaux lourds, du mercure, par exemple, choses comme ça. On a interdit leur utilisation comme retardateur, notamment contre l'incendie ou quoi, dans les produits électroniques, parce qu'on s'est aperçu que c'était dangereux. Qu'est-ce qui s'est passé à la suite de ça? Eh bien, les industriels du monde entier ont adapté leur production pour éliminer ces composants extrêmement toxiques, extrêmement polluants de leur production. Donc, c'est quelque chose d'ailleurs qui avait commencé aux Pays-Bas, en l'occurrence, qui a été ensuite une régulation qui a été adoptée au niveau européen et qui s'est diffusée mondialement. Et donc, là, l'Europe joue un rôle très positif parce qu'elle montre l'exemple
Et pourquoi est-ce que ça se diffuse ensuite? Parce que les entreprises voient que si elles veulent vendre en Europe, elles sont obligées de suivre cette norme. Or, c'est trop coûteux pour elles d'avoir différents processus de production selon les marchés où elles vendent. Et donc, elles se disent finalement, je vais l'appliquer partout. Alors, une autre question qui vient de la prépa commerciale du Lockheed à Nantes. Régionaliser les productions pour réduire l'empreinte carbone ne risque-t-il pas d'empêcher une politique mondiale, une politique commune sur le climat? Alors oui, c'est vraiment ça, c'est en effet vraiment ça le risque. Comme on l'a dit, s'il y aura des avancées, c'est vraiment au niveau global. Après, moi, je ne pense pas. Pourquoi? Parce que c'est vrai que là, on a le prisme entreprise et accès au marché. Et moi, je pense que dans les prochaines années, on aura vraiment une multiplication des catastrophes qui seront très importantes et qui vont toucher tous les pays, y compris bien sûr les États-Unis, mais aussi la Chine et toute la région. Et donc aujourd'hui déjà, ces pays-là, notamment la Chine, ont des énormes problèmes de pollution avec la population, donc vous pensez que tout le monde va se mettre autour de la table? Parce qu'il n'y aura pas le choix. Il y aura ça, et l'autre élément qui va jouer, c'est vraiment les réfugiés climatiques. On n'en parle pas assez, mais quand vous faites les projections, ça va être des millions et des millions de personnes dans toutes les régions du monde. Et donc, de fait, entre les catastrophes qui vont être multipliées et les réfugiés climatiques, à mon sens, il n'y aura pas d'autre choix que de se mettre d'accord, même si c'est à minima. Oui. Bon, il y a deux choses qui sont assez différentes, il me semble. Vous pouvez vous dire que la crédibilité annoncée d'une politique publique, par exemple, qui ferait que les agents anticiperaient une hausse du prix de l'émission carbone, ça rend extrêmement crédible la possibilité d'innover. C'est ce qu'a fait l'entreprise suédoise. Quand on les interroge, c'est intéressant de discuter avec eux, ils disent qu'est-ce qui fait que vous avez mis des milliards d'argent pour innover dans cette technologie qui a supprimé le charbon? Ils ont fait une anticipation sur le prix d'émissions carbone. Ils se sont dit ça va augmenter considérablement. Et si on continue comme ça, notre modèle économique va complètement exploser. Donc c'est pour ça que ça n'est pas contradictoire entre le fait d'avoir une politique, disons, qui va vers la lutte contre le changement climatique sérieusement et le fait que ce soit fait sur des bases régionales. Il faut bien le faire à un certain niveau. La deuxième chose que je voulais dire, et là c'est par contre l'angle mort aussi de ces politiques, c'est que les effets, les conséquences de ces relocalisations ou de ces recompositions des chaînes de valeur, sur la base d'une décarbonation par exemple des économies, ne sont pas pensées d'un point de vue global. En revanche, la personne qui a posé la question a raison de ce point de vue-là. Et en particulier, les pays en développement vont connaître des phénomènes de déconnexion forcée tout à fait importants. Parce que si on dépend moins, ce qui est une bonne chose, des matières premières brutes, fossiles, importées, c'est évidemment une érosion d'un certain nombre d'avantages comparatifs de pays qui ne sont pas des pays industrialisés, qu'il faut repenser. Donc il faut aussi avoir une politique globale de transition et d'aide à ce que les changements technologiques se fassent également dans les pays en développement. Sans quoi vous allez avoir des perdants, en effet, de cette décarbonation qui, on l'a vu dans l'histoire économique, quand on a inventé les textiles synthétiques, j'ai regardé ça de près, les exportateurs de coton, l'Inde en particulier, a perdu, a eu une chute dans sa valeur ajoutée qui est absolument remarquable. Donc il faut qu'on anticipe aussi le fait que ce que vous faites dans un endroit n'est pas nécessairement sans provoquer des pertes ailleurs. Et il faut les penser. Donc je pense qu'il faut que... Et j'observe que dans les débats publics aujourd'hui, on ne tient pas compte de la transition dans les pays en développement et dans les pays pour lesquels il n'y a pas de capacité technologique à aller vers des économies décarbonées. Et là, si on ne fait rien, ils vont perdre, évidemment, sans compensation. Sébastien Jean, est-ce que vous partagez cette opinion ? Je partage avec l'opinion selon laquelle il y a, au travers de ce défi climatique, un défi de développement. Et donc, ce défi, il comporte une dimension régionale très marquée. On a dit déjà le coût que représentait la transition climatique, quel que soit, et les efforts que ça demande, quelle que soit la façon dont on l'affrontera. Et par rapport à ces efforts, par rapport à cette difficulté, il est absolument nécessaire de prendre en compte les différentiels de niveau de développement. Bon, sans compter d'ailleurs aussi un autre aspect qui est un peu l'héritage historique, mais la répartition, ce qui est extrêmement difficile à aborder, c'est de se mettre d'accord au niveau international sur la répartition des efforts. Parce que c'est économiquement, c'est une externalité mondiale pure. C'est-à-dire que le réchauffement climatique auquel moi je fais face, il dépend
uniquement des émissions mondiales. Il ne dépend absolument pas de mes émissions propres. Donc c'est purement un problème collectif. D'où cette nécessité de se mettre d'accord. Et évidemment, on le voit bien, même quand il faut débarrasser la table ou porter ou faire un travail collectif, c'est pas facile de savoir quelle est la juste répartition des efforts. Ce qui est clair, c'est qu'elle doit tenir compte des capacités de chacun. C'est un des éléments extrêmement difficiles à gérer dans les discussions internationales. L'Inde, par exemple, est très, disons, fait entendre à chaque fois avec force sa voix en disant il faut effectivement faire face au changement climatique, mais nous, on a droit au développement aussi. Et même nous, en tant que gouvernants, on a un devoir vis-à-vis de notre peuple de les sortir de la pauvreté. Donc là-dessus, évidemment, il y a un argument, et une dimension extrêmement forte qui fait qu'il faut adapter les efforts, il faut que les pays riches aident les pays pauvres dans cette dimension-là. Maintenant, le deuxième aspect, c'est que je pense qu'il y a pas mal de forces actuellement qui poussent vers une régionalisation de la mondialisation à certains égards, notamment des tensions géopolitiques de plus en plus fortes et donc une certaine instabilité qui pousse à essayer de raccourcir les chaînes de valeur pour qu'elles soient plutôt organisées au niveau régional, pour une dimension, pour une partie d'entre elles. Mais dans le même temps, il faut voir aussi que les technologies les plus sophistiquées, les plus avancées, souvent c'est au niveau mondial qu'elles sont développées et souvent elles doivent s'appuyer sur une division du travail extrêmement poussée. Donc je pense que oui, il y a une tendance à la régionalisation, c'est pas forcément une mauvaise chose par pas mal d'égards, mais on n'évitera pas qu'il y ait aussi des interactions et des interdépendances importantes au niveau mondial. Eh bien, merci. Merci à nos trois interlocuteurs. Et puis, bonne suite pour le Printemps de l'économie. Ça continue. Merci. Merci.